Au Tchad, pour le triple sommet sous-régional, le président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, s'est rendu à Massakori, à une centaine de kilomètres de N'Djamena, pour exprimer toute la satisfaction du peuple malien aux soldats tchadiens de retour au pays. Il y a procédé à la décoration des soldats de Fatim, les forces armées tchadiennes en intervention au Mali. Patrouille conjointe de l'armée malienne et du bataillon burkinabé à Ber, en 6e région. 23 individus arrêtés et du matériel saisi. Une opération qui va se poursuivre pour démasquer tous les terroristes et narcotrafiquants. Et puis le dossier de cette édition s'intéresse à la récupération et au recyclage des déchets plastiques, une activité qui, au-delà de son aspect lucratif, permet également d'assainir notre environnement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, a regagné Bamako aujourd'hui en provenance de N'Djamena au Tchad, dans la capitale tchadienne. Le professeur Diankounda Traoré a pris part à 3 sommets. Le sommet du SILS, celui de l'autorité du bassin du Niger, et enfin celui de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à Bamako par le Premier ministre Diango Sissoko et plusieurs autres personnalités, comme vous le voyez sur ces images. L'arrivée du président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, qui a pris part donc au triple sommet sous-régional à N'Djamena, dans la capitale tchadienne. Diankounda Traoré, accueilli par le Premier ministre Diango Sissoko, c'était à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Alors, le président de la République regagne son véhicule direction du palais. Voilà, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel a un nouveau secrétaire exécutif. Il s'appelle Adoum Djimi, un ancien ministre tchadien de l'Agriculture qui succède au Malien, le professeur Alousseni Bretodo. Il a été également décidé que tous les pays membres de l'autorité du bassin du Niger s'acquittent de leurs cotisations avant le 30 juin 2013. Une autre décision à retenir, c'est le transfert du siège provisoire de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte de N'Djamena à Nouakchott en Mauritanie. Ce sont là quelques-unes des décisions issues du triple sommet des chefs d'État et du gouvernement qui viennent s'achever dans la capitale tchadienne. C'était en présence du président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, envoyés spéciaux Adama Kamara et Bourama Traoré. À la tête du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, un nouveau secrétaire exécutif. Il s'agit de l'ancien ministre tchadien de l'Agriculture, Dr Adoum Djimi. Il remplace ainsi à ce poste notre compatriote, le professeur Al-Hussein Bretodo. C'est l'une des grandes décisions issues du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de SILS. Je crois que plus que jamais, le SILS aujourd'hui est assez proche, n'est-ce pas, des États. Ça, je crois que c'est l'un des premiers résultats. Le deuxième résultat important, c'est que je crois que nous avons pu trouver un successeur au poste de secrétaire exécutif, donc, et de manière vraiment, je dirais, assez collégiale. Le professeur Alousseni Bretodo a passé 6 ans à la tête du SILS, période au cours de laquelle il a su donner un cachet particulier à l'organisation sous-régionale. On note notamment l'amélioration de la gouvernance financière et interne du SILS. Comme principal acquis, on a pu rapprocher le SILS, n'est-ce pas, des États membres en ramenant la périodicité des conférences des chefs d'État de 3 à 2 ans. Ça, c'est un critère de bonne gouvernance. Deuxièmement, au lieu d'un conseil des ministres par an, nous tenons actuellement 2 sessions de conseil des ministres par an, ce qui est également un autre acte de bonne gouvernance. Et l'ensemble, n'est-ce pas, des services rendus par les SILS à tous les acteurs qui sont concernés par son mandat, à savoir la sécurité alimentaire, étant très satisfait, ceci a expliqué et justifié l'adhésion de nouveaux États au SILS, notamment la République de Guinée, la République de Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Et je crois ce qui fait que l'espace SILS est aujourd'hui élargi et passe de 9 États membres à 13 États membres. L'ensemble des partenaires techniques et financiers du SILS ont augmenté leur budget d'au moins 7 à 120-300%. Tout comme le 16e sommet du SILS, le 10e sommet de l'autorité du bassin du Niger a également pris d'importantes décisions, parmi lesquelles tous les États membres de l'ABN doivent éponger leurs arriérés de cotisation avant le 31 décembre 2013. Ce n'est pas tout. J'ai le plaisir de dire que le Mali a déjà épongé tous ses arriérés. Et en ce qui concerne le budget de fonctionnement de l'année 2013, nous avons payé déjà une avance sur ça. S'agissant du budget de fonctionnement, il a été décidé
que tous les États payent leurs cotisations de l'exercice 2013 avant le 30 juin 2013. Les chefs d'État, cette fois-ci, ont décidé carrément d'aller dans le sens de la mise en place d'un partenariat public-privé, n'est-ce pas, pour le financement de l'ABN. Dernier point important que je veux dire, ça c'est relatif à la construction d'un siège de l'ABN. Là aussi, il a été demandé que les procédures idoines soient mises en place pour les études architecturales et techniques, n'est-ce pas, à travers l'organisation d'un concours d'architecture au niveau de 9 États de l'ABN. Concernant l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, on retient le transfert du siège provisoire de l'organisation de Djamena à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne. Se tiendra également les prochains sommets de l'agence. La mise en œuvre de toutes ces décisions devra contribuer à donner plus de vie aux différentes organisations. En marge donc de ce triple sommet des chefs d'État et de gouvernement, le président de la République par intérim s'est rendu ce matin à Massakouri, à une centaine de kilomètres de N'Djamena. Le professeur Dioncounda Traoré est venu exprimer la satisfaction et la reconnaissance du peuple malien aux soldats tchadiens de retour du nord du Mali. Ils sont 500 éléments de l'escadron blindé à regagner le Bercail après des combats durs et sanglants contre les terroristes. Sur place, le chef de l'État a procédé également à la décoration des soldats des Fatim, des forces armées tchadiennes en intervention au Mali. Envoyés spéciaux, Adama Kamara et Bourama Traoré. C'est à bord d'un hélicoptère de l'armée tchadienne que le président de la République par intérim a effectué le voyage de N'Djamena-Massakouri, une localité située à environ 150 km de la capitale tchadienne. Le professeur Dioncounda Traoré vient rendre hommage aux soldats tchadiens de retour du nord du Mali. Et le chef de l'État a eu les mots justes pour saluer le courage et l'efficacité de l'armée tchadienne. Laissez-moi vous répéter, ici sur les bords du Logone oriental, une formule que nous avons en partage dans cette grande famille de l'islam qui est facteur d'intégration et non de division. Al-Barka. Merci président Déby. Merci au grand peuple tchadien. Merci à la grande armée du Tchad. C'est un retour triomphal et héroïque des 500 soldats de l'escadron blindé. Soldats qui se sont battus sans condition ni calcul pour rétablir l'intégrité totale du Mali selon le chef de l'État, pour qui le peuple malien sera toujours reconnaissant envers le Tchad. Le Mali se relève avec l'aide du Tchad, l'aide du président Déby, l'aide de l'armée tchadienne, dont l'engagement et le sacrifice ont permis d'écrire une des plus belles pages de la fraternité entre les hommes, entre les frères et entre les peuples. Sachez, frères et sœurs du Tchad, que le Mali que vous avez aidé, le Mali est un pays qui a le sens de l'honneur. Il n'oublie jamais sa dette et il ne mord jamais la main qui lui est tendue. C'est ce Mali qui vient aujourd'hui parmi vous pour vous saluer. Saluer votre président, saluer votre gouvernement, saluer votre parlement et vous saluer. Pour joindre l'acte à la parole, le président de la République par intérim a décidé de décorer l'ensemble des soldats tchadiens, y compris ceux qui sont morts au combat, à l'image du général Mohamed Idriss Itno, commandant adjoint des forces tchadiennes en intervention au Mali Fatim, fils du président tchadien. Général Mohamed Idriss Déby Itno, au nom de la République du Mali et en considération des mérites de Fatim, nous vous conférons la médaille de la Croix de la valeur militaire à titre étranger. Peut-on crier de la victoire sur les terroristes et autres prétendus djihadistes? Le chef de l'État se veut prudent. L'armée tchadienne a fait l'essentiel, mais le combat n'est pas terminé, dixit le président Traoré. Mais je suis assuré que tant que vous êtes là, nous terminerons ensemble le partenariat qui a libéré le Mali. Vous avez fait énormément pour nous. Vous continuez de le faire pour la dignité et l'unité reconquise du Mali.
Bien qu'il n'étant pas membre de la CEDEAO, le Tchad a fourni une troupe de plus de 2000 soldats, lesquels se sont portés en première ligne dans le combat contre les terroristes au nord du Mali. Restons au Tchad et avec nos envoyés spéciaux pour signaler que le président de la République par intérim s'est aussi rendu au cimetière central de N'Djamena pour s'incliner devant les tombes de la trentaine de soldats tchadiens morts au combat dans les massifs des Iforas et à Kidal, un geste de reconnaissance des sacrifices consentis pour la justice et la liberté du peuple malien. Nous écoutons le chef de l'État, le professeur Dioncounda Traoré. Le sens est très simple, c'est vraiment venir rendre hommage aux soldats tchadiens. Le Tchad, l'armée tchadienne, les soldats tchadiens ont une réputation établie de vrais guerriers, des soldats courageux. Et je crois qu'ils viennent de démontrer également, en plus de tout cela, leur attachement aux valeurs qui devraient fonder l'humanité, les valeurs d'amitié, de fraternité, de solidarité. Et en ce qui concerne le Mali, ils nous ont apporté leur soutien pour que le peuple malien recouvre non seulement sa liberté, mais son honneur et sa dignité. Et je pense que je me devais de venir m'incliner devant nos soldats tchadiens. Voilà, nous restons avec les activités présidentielles pour vous dire qu'à l'occasion du déplacement pour Bruxelles en Belgique et Paris en France de son Excellence le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, pour participer à la conférence Ensemble pour le renouveau du Mali à Bruxelles et une visite de travail à Paris. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou demain lundi 13 mai 2013 les membres de la délégation présidentielle à 8h. Les membres des corps constitués désignés à 8h30 et le décollage de l'avion présidentiel étant prévu pour 9h. Et puis, message de condoléances du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, au président nigérien Mahamadou Issoufou, suite au décès du commandant en second de la MISMA, le général de brigade Yaya Seyni Garba. Message ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec une profonde tristesse que le peuple malien et moi-même avons appris le 11 mai 2013 la nouvelle de la mort de votre compatriote, le général de brigade Yaya Seyni Garba, commandant en second de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple malien, de l'ensemble de ses institutions et en mon nom propre, vous adresser ainsi qu'au peuple nigérien, de la MISMA, à la MISMA et à la famille du disparu, mes condoléances les plus attristées et prier pour le repos de son âme. Je m'incline très respectueusement devant la mémoire de ce brave soldat, homme de conviction et de devoir, dont la mort brutale afflige l'Afrique et l'ensemble de la communauté internationale mobilisée pour combattre et vaincre le terrorisme au Mali. Le général de brigade Yaya Seyni Garba laisse un grand vide et des frères d'armes inconsolables qui ont à cœur de poursuivre la mission pour honorer sa mémoire. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. En patrouille dans le secteur Ber, en 6e région, l'armée malienne et le bataillon du Burkina Faso viennent d'arrêter 23 individus, parmi lesquels 16 ont été relâchés après vérification. Des véhicules et autres matériels bureautiques ont également été saisis. Selon le commandant des forces maliennes, le colonel Keba Sangaré, cette opération va continuer afin de démasquer tous les terroristes et narcotrafiquants. Reportage URTM Tombouctou, Adama Djimde. Ber est une localité située à 60 km de Tombouctou. Les enfants noirs et blancs sympathisent. Derrière cette accalmie apparente, le site vit dans une insécurité grandissante. Le village a essayé de tirer. D'après les renseignements que j'ai eu au niveau du village, il y a eu 2 véhicules enlevés et un camion. Des boutiques et même certaines familles ont été investies par les assaillants pour enlever des biens. Régulièrement, des tirs sont entendus. L'armée malienne et la MISMA se sont déployés pour un ratissage systématique. Et le résultat est sans équivoque. Sur place, on avait fait arrêter 23 éléments, mais après les enquêtes de la gendarmerie, nous sommes rentrés avec 7 qui étaient en position illégale d'armes de guerre, certains déserteurs de l'armée et certains qui ont participé au pillage de Tombouctou et de la localité de Ber.
aussi, les forces armées ont pu mettre la main sur certains véhicules, des sous-préfets qui ont été utilisés à but de combat et certains pick-up. Sur place, les soldats maliens et burkinabés ont eu un entretien avec le guide religieux du village. Objectif, passer au peigne fin la situation sécuritaire. Les hiérarchies militaires maliennes et burkinabées viennent de visiter le commissariat de Diré en 6e région. Il s'agissait pour elles de vérifier l'état des locaux du commissariat pour le redéploiement de la police dans la localité. Au constat, les locaux n'ont pas été détruits. Toutefois, les archives et le mobilier ont été saccagés. Ortem Tomoktou, Adama Djimde que nous retrouvons. Le bâtiment du commissariat de Diré est intact après le passage des occupants. La hiérarchie militaire est venue visiter les lieux en vue du redéploiement des policiers. Bien que les conditions soient difficiles, la police doit être présente pour rassurer les populations. Ça ne va pas nous empêcher de déployer dans les brefs délais la police à Diré, avec le retour de l'administration et puis le déploiement d'une compagnie du Burkina déjà à Goundam, en mesure de les venir en aide. On va tout faire pour essayer de déployer la police à Diré. Je demande à la population d'être sereine, calme, et de ne pas se rendre justice. Et que les forces de sécurité seront de retour dans très peu de temps pour assurer leur sécurité. Par rapport au nettoyage et à l'entretien de la cour et des locaux, la jeunesse de Diré s'est engagée à jouer sa partition. Ce n'est pas le commissariat seulement, mais c'est tous les services. Mais on attend que les chefs de service viennent passer l'état des lieux, voir l'état des lieux des maisons. Et comme ça, on est en bonne entente avec toute la population, on va lancer appel et puis venir nettoyer ensemble. Ce message des jeunes de Diré semble être entendu, car les services techniques sont dans la mouvance de rejoindre Diré. Voilà, après 3 mois et demi d'opération pour libérer le nord du Mali, le général Barrera, le chef brigade Serval de Gao, vient d'être appelé à d'autres fonctions par son pays, la France. Il est remplacé par le général Kolozech. Ce dernier entend continuer les œuvres de son prédécesseur en ce qui concerne la phase de stabilisation de notre pays. Les deux généraux ont rendu une visite ce samedi aux officiers du poste de commandement de l'opération. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra. C'est avec une grande émotion que le commandant des forces Serval de Gao quitte notre pays. Le général Barrera garde du Mali un excellent souvenir après avoir participé pendant 3 mois et demi à la libération de la partie septentrionale. Il est remplacé par le général Kolodji. Les deux généraux français se sont rendus au poste de commandement Badingo ce samedi. Le sortant pour ses adieux et le rentrant pour une prise de contact avec les officiers du centre des opérations. Parce que c'est une expérience extraordinaire de venir dans un pays aussi amical et où on est aussi bien reçu que le Mali, de participer avec l'armée malienne à la libération du pays, ensuite de mener des actions de guerre pour détruire les terroristes d'AQMI, du Mudjao, tout ça en liaison très étroite avec l'armée malienne, avec la MISMA, et puis de se retrouver maintenant à une phase qui est quand même plus apaisée, où chacun retrouve sa place, où l'État revient, où l'armée a réinvesti tout le champ géographique ici autour de Gao. Et donc, écoutez, je pars en me disant que le travail a été bien fait. Sachant bien que la tâche qui l'attend n'est pas facile, le nouveau chef brigade Serval entend renforcer ce qui a été déjà acquis par le général Barrera. Les grandes lignes de ma mission sont évidemment continuer la stabilisation du pays, en complète coordination avec les forces armées maliennes, les autorités maliennes partout où nous sommes implantés, et bien sûr la MISMA et demain, je l'espère, la MINUSMA pour, comme le dit la notion de stabilisation, c'est-à-dire apporter la sécurité à la reprise de la vie normale. Il y a lieu de consolider la paix pour permettre à notre pays de poursuivre ses activités de développement. Impact de l'intervention militaire sur les femmes et les jeunes dans les régions du nord du Mali, c'est le thème d'un forum initié par le Conseil pour le développement intégré dans le Sahel, CPDS, à travers la jeunesse consciente pour la paix. Fadema Keita. Les jeunes du Conseil pour le développement intégré dans le Sahel, CPDS, estiment qu'ils ont un rôle à jouer dans la restauration de la paix au Mali. C'est pourquoi les échanges portent sur 2 sous-thèmes, à savoir le rôle de la jeunesse dans la réconciliation nationale et la paix au Mali et celui de la politique dans la stabilité sociale.
Le thème « Impact de l'intervention militaire sur la femme et les jeunes dans les régions du nord du Mali » a été hautement apprécié par la marraine du forum et les conférenciers. Quand il y a intervention, il y a toujours des impacts. Maintenant, il faut voir quels sont les impacts. Ils peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. C'est à nous maintenant de préparer les jeunes et les femmes à jouer peut-être le rôle d'actrice, pas seulement de victimes, mais faire des prévisions et donner des recommandations. Aujourd'hui, pour recoudre le tissu social, ils ont un rôle à jouer en tant que jeunes. Et je les exhorte autour de leurs échanges pour décrire, pour trouver ensemble le chemin à forger pour pouvoir avoir la paix, pour que la paix soit instaurée dans notre pays. À l'issue du forum, un document contenant des recommandations sera élaboré et remis aux autorités compétentes. Le guide se veut une contribution pour promouvoir la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. L'Alliance de la communauté arabe du Mali, Al-Karama, s'est réjouie d'être représentée dans la commission dialogue-réconciliation mise en place par les autorités maliennes. Al-Karama salue également les efforts du gouvernement pour un dénouement heureux de la transition. À cet effet, elle s'engage à accompagner les autorités dans ce sens. Écoutons le secrétaire général de l'Alliance de la communauté arabe du Mali au micro de Cheikh Oumar Sangaré. Nous pensons que c'est une commission qui est le bienvenue, parce qu'elle va permettre aux Maliens de se parler et nous allons l'attendre dans le fond. Comment est-ce qu'elle va attaquer le problème du vivre ensemble? Et aussi, pour ce qui est de la communauté arabe et de l'association Al-Karama, nous ne ménagerons aucun effort pour essayer de contribuer à ramener la paix, la stabilité et la tranquillité dans le nord du pays. Et nous saluons encore une fois de plus les efforts des autorités d'avoir pensé à une telle structure, parce que tout compte fait, à un moment donné, il va falloir que les Maliens s'asseyent pour débattre de tout ce qu'ils ont connu comme problème, de débattre par rapport aux situations de l'insécurité que nous avons connues, de l'instabilité des institutions politiques et sécuritaires dans le nord et dans le pays de façon générale. Mohamed Ould Mahmoud, secrétaire général d'Al-Karama, sera l'invité de l'émission Mali 1 et Indivisible ce soir, à suivre après cette édition. Les populations de la commune rurale de Nampalari se réjouissent du retour de l'administration de l'armée malienne après le passage des terroristes. À cette joie s'ajoute une autre offerte par l'association malienne pour la promotion du Sahel, Amapros, à travers la donation d'un lot de matériels médicaux et des rations alimentaires. Par ce geste, Amapros veut apporter sa modeste contribution de soulagement à une commune dont le chef-lieu a vu son siège-com pillé par les terroristes. Ce don est un pan d'une action globale dans le cercle de Nyono, dont le coût total s'élève à environ 24 millions de francs CFA. Brema Koné. L'Association malienne pour la promotion du Sahel, Amapros, est la toute première ONG nationale à fouler le sol de Nampala, chef-lieu de la commune de Nampalari, après le passage des djihadistes. Cachés derrière un prosélytisme incontrôlé, ces terroristes avaient perpétré à la population de cette commune des atrocités, parmi lesquelles le pillage du CESCOM de Nampala. Les autorités civiles de Nampala et Amapros ont eu la bonne idée de faire l'ouverture du CESCOM de Nampala, qui est un premier pas, de les doter en médicaments et en matériel de travail. C'est très salutaire. Aujourd'hui, les populations de la commune de Nampalari se sont réjouies du retour de l'administration, de l'armée et d'un geste humanitaire de l'Amapros. La donation d'un lot de suppléments nutritionnels, d'équipements nécessaires au dépistage et à la prise en charge des enfants malnutris. Notre éducation et notre morale en bon malien, responsable d'une structure de développement comme Amapros, nous impose et commande que nous nous donnions la main dans ces moments de dures épreuves pour notre pays, dans un esprit de fraternité et de solidarité agissante. Cette remise de dons aux habitants de la commune de Nampalari contribue à faciliter le travail sécuritaire de nos militaires sur place. Nos chefs avaient mis un peu de moyens à notre disposition. Ces moyens nous ont permis d'acheter certains produits avec lesquels on a fait des prêts avec le médecin. Réellement, les produits qui viennent nous donner, il ne faut que nous réconforter parce qu'il y a des enfants qui souffrent de malnutrition. Ce don deuxième du genre dans le cercle de Nyono est le fruit d'un partenariat entre Amapros, l'ONG espagnole Pharmamundi et la coopération espagnole. Il est un pan d'une action globale dont le coût s'élève à environ 24 millions de francs CFA.
Quel rôle et quelle place pour une femme leader d'association dans la réussite du processus électoral? Un sujet qui était donc au centre des débats d'une rencontre entre les femmes leaders d'associations et de groupements en commune 5 du district de Bamako. C'est à la faveur d'une rencontre à travers laquelle l'ONG Vision citoyenne du millénaire entend accroître la représentativité des femmes dans les prises de décision. Abdraman Maïga. Les femmes leaders de la commune 5 du district de Bamako sont déterminées à réussir les prochaines élections afin de changer leur faible représentativité dans les instances de prise de décision. Cette aspiration au changement, elles entendent la matérialiser. Cette conférence sur le processus électoral se veut donc un espace de dialogue et d'engagement pour les femmes leaders de la commune 5. Nous visons des objectifs de mobilisation massive des femmes pour participer au processus démocratique. Processus démocratique en s'enregistrant, en enlevant les cartes, s'imposant au sein des partis politiques, en influençant les positions, les visions des partis politiques pour la prise en compte effective des préoccupations de l'ensemble des militants et sympathisants des partis politiques. Constituant plus de 51% de la population active, les femmes n'atteignent pas encore les 30% dans les instances de prise de décision. C'est pour inverser cette tendance tout en offrant plus de chances aux femmes que l'ONG Vision citoyenne du millénaire a inscrit dans ses priorités un programme triennal relatif à l'autonomisation des femmes. Dans ce projet, une place de choix est réservée à la participation des femmes dans le développement local. Il ne faut pas que les femmes suivent seulement le processus. Il faut qu'elles soient dans ce processus-là. Qu'elles comprennent pourquoi elles doivent voter, qu'elles comprennent pourquoi on doit voter pour elles. Pour atteindre les objectifs de sa politique, Vision citoyenne du millénaire a initié une série d'activités. Ces actions, qui toucheront tous les quartiers de la commune 5 du district de Bamako, permettront de sensibiliser plus de 300 femmes sur leur rôle et responsabilité dans la réussite du processus électoral au Mali. L'association Nyeleni pour le changement a animé une conférence de presse pour rassembler les femmes et les jeunes filles afin de les amener à faire un choix utile pour la gestion du Mali lors des élections à venir. Les conférenciers et les journalistes ont débattu des questions relatives au rôle et la place des femmes dans les futures élections. Les Nyeleni se disent prêtes à soutenir le candidat qui mettra la cause des femmes au premier rang de ses priorités lors des élections présidentielles prochaines. Voilà donc la conférence des Nyeleni. Ordination et intronisation hier samedi du nouvel évêque du diocèse de Caille, Monseigneur Jonas Dambélé, a été officiellement installé dans ses fonctions par le nonce apostolique Martin Krebs, ambassadeur du pape en Guinée et au Mali. Âgé de 49 ans, il a désormais en charge le gouvernement des paroisses du diocèse de Caille. La cérémonie a enregistré la présence des ministres des Affaires religieuses et du culte, de la culture, du gouverneur de Caille, des évêques venus du Mali et de la sous-région, des autorités administratives, politiques et ainsi que de nombreux fidèles chrétiens venus de toutes les églises du Mali. Jafar Aïdara. Né le 15 mai 1963 à Sapoura dans le cercle de Tomignan, Jonas Dambélé a été nommé évêque du diocèse de Caille par le pape Benoît XVI le 31 janvier 2013. Il a été officiellement intronisé ce 11 mai 2013. Il a reçu l'onction du Saint, crème sur sa tête, le livre des évangéliques, l'anneau et le bateau du pasteur. Je vous souhaite, cher Monseigneur Jonas, qu'il vous soit possible de puiser de cette amitié les forces pour votre nouveau ministère épiscopal, comme vous l'avez fait déjà dans le passé. Ainsi, Monseigneur Jonas Dambélé s'empare du pouvoir du gouvernement et d'enseignement du peuple chrétien qui est à Caille, et c'est jusqu'à sa mort ou à sa rénonciation. Il a en charge les 7 paroisses qui composent le diocèse de Caille. Si chacun de nous aime le Mali, et je dirais se bat pour le Mali et s'investit pour le Mali, donne ses biens, sa personne pour le Mali, je pense que nous pouvons arriver et nous pouvons construire un vivre ensemble harmonieux. Jonas Dambélé se propose d'accueillir avec amour, au nom du Seigneur, les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin comme un bon pasteur. Au nom de l'État républicain élect du Mali, je voudrais vous assurer et vous rassurer de la totale disponibilité du gouvernement et de la mienne propre à être et à rester votre adjuvant et à changer en auxiliaire tous les obstacles éventuels qui pourraient obstruer la fluidité de votre exaltante mission, chrétienne certes, mais humaniste fondamentalement.
Jonas Dambélé est aujourd'hui le 3e évêque du diocèse de Caille, après les regrettés pères Monseigneur Étienne Courtois et Monseigneur Joseph Daou, tous rappelés à Dieu. L'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMUPI, a tenu à Bamako une réunion sur le renouvellement des différentes instances de l'association. Au cours de la rencontre, les participants ont arrêté les nouvelles dates de renouvellement. Ils ont également fait des bénédictions pour le bon déroulement des prochaines élections, réaffirmé leur adhésion à la création de la commission dialogue-réconciliation. Reportage de Moussa Fane. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du renouvellement des instances de base de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMUPI. Au cours de la rencontre, le calendrier des opérations de mise en place des différents organes a été fixé par les responsables de l'association. 1. Renouvellement des comités AMUPI, période du 1er au 30 novembre 2013. 2. Renouvellement des sous-sections AMUPI, période du 1er au 15 décembre 2013. 3. Renouvellement des sections AMUPI, période les 4 et les 5 janvier 2014. 4. La convocation du 3e congrès ordinaire de l'AMUPI, période les 27 et 28 mai 2014. Les responsables de l'AMUPI ont réaffirmé leur adhésion aux démarches entamées par les autorités de transition pour la réconciliation nationale. Aussi, nous implorons Allah pour qu'il dote notre pays d'une bonne pluviométrie lors de la campagne agricole 2013-2014, qu'il permette des élections démocratiques, crédibles et justes, dans la paix, la stabilité, la quiétude et la concorde dans notre pays. La rencontre a pris fin par la visite du complexe de l'association à Sotiba, un complexe qui devra abriter les sièges de l'AMUPI. Le fil de lumière, c'est le nom du livre qui vient d'être porté à la connaissance du public. Une œuvre de 355 pages qui nous évoque les actions humanitaires menées par l'auteur du livre dans la région de Gao. Des actions interrompues malheureusement par l'occupation du septentrion malien par des groupes armés. Compte rendu, Adama Kodjo. L'espace littéraire malien s'enrichit avec une nouvelle publication intitulée Les fils de lumière. Le livre retrace le parcours de l'auteur Sophie Petronet dans le nord du Mali et précisément dans la région de Gao. L'auteur nous fait découvrir son quotidien dans le désert malien, un quotidien qui consiste à lutter contre la malnutrition des enfants et aider les femmes enceintes et autres. Le fil de lumière, la lumière, elle est en toi, elle est en lui, elle est en eux, elle est en moi. Un petit chemin à parcourir pour aller la chercher. Puis après, tu l'accroches au bon Dieu. Et puis quand tu es en état de perdition, comme c'était mon cas, avec Mojao en sardine, Acmi à mes trousses là, et à quelques mètres de moi, eh bien tu t'es accroché. Donc tu n'as pas peur, tu n'as pas soif, tu n'as pas faim, tu baignes dans un océan de lumière. Et tu te laisses porter. Les œuvres humanitaires de Petronet sont interrompues avec l'arrivée des groupes armés à Gao. En raison de la situation catastrophique de la ville, l'auteur va se retrouver au consulat d'Algérie à Gao. Petronet sera ensuite exfiltré pour l'Algérie par le mouvement sécessionniste, le MNLA. Sophie est une rescapée. C'est une miraculée. Sophie est la seule citoyenne de l'Europe occidentale qui a refusé d'obéir aux injonctions concernant la zone rouge. Elle est restée. Le fil de lumière, une œuvre de 355 pages, est disponible dans les librairies au prix de 5 000 francs CFA l'unité. Voilà, dossier de ce journal, la récupération, le recyclage des déchets plastiques sont devenus une activité très lucrative pour certaines personnes dans notre capitale. Ces personnes s'adonnent à la collecte des sachets plastiques à travers la ville et les revendent à des associations et à des industries. Ces déchets plastiques sont ensuite recyclés pour obtenir d'autres matières d'usage. Pour en savoir davantage, notre équipe dirigée par Adama Kodjo s'est rendue sur le terrain. Suivons son reportage.
Les déchets plastiques constituent une des causes de la pollution de l'environnement. Le phénomène a amené des concitoyens à en faire un métier de recyclage, ce qui a engendré à son tour une sorte de marché florissant de ramassage des plastiques dans la capitale. Avec le râteau, nous passons toute la journée à fouiller dans des tas d'ordures à la recherche des sachets plastiques. Et ainsi, nous remplissons des sacs de sachets plastiques. Ensuite, nous plaçons les sacs dans les moustiquaires en vue de les tremper dans l'eau du fleuve. Les sachets y sont soigneusement lavés avant de les faire sécher au soleil. La dernière étape consiste à remplir de nouveau les sacs pour la vente. La collecte concerne tous les sachets excepté les plastiques de couleur noire. Si l'on en croit des acteurs du secteur, cette matière n'est pas sollicitée sur le marché. La collecte des sachets n'est pas une tâche facile, nous a-t-on confié, mais les travailleurs du domaine tirent bien profit et parviennent à assurer leurs besoins familiaux. Le kilo de sachets plastiques que nous proposons à nos clients coûte 150 francs CFA. Par jour, nous collectons 50 à 100 kilos de plastique. Il faut beaucoup de courage pour avoir les kilos, car nous quittons la maison tôt le matin et n'y retournons qu'au crépuscule. Nous consacrons des journées uniquement à la collecte. Et le jour où nous les lavons, il n'y a pas de collecte. Nos clients sont des femmes et des industriels. Les déchets plastiques collectés sont vendus à des agents d'usine et à des mouvements associatifs. Le centre d'Ebegolebe a fait la récupération des sachets plastiques une priorité. Les déchets récupérés sont recyclés au sein de l'atelier du centre. Ici, la directrice nous montre les différents produits issus du recyclage, à savoir des sacs, des nattes, des nappes, des cordes et des corbeilles. On fait le truc, c'est les trois parties, c'est trois groupes. Ceux qui sont bien, on met à côté, assez bien au milieu, et les autres on fait avec les cordes pour faire les chaises. L'autre on fait les crochets et les biens on fait avec le tétage. La production du centre n'est pas à but lucratif, nous précise la directrice. L'objectif est de contribuer efficacement à la lutte contre la pollution, a-t-elle souligné. Certaines usines aussi participent à la récupération et au recyclage des déchets plastiques. Dans ces usines, les déchets sont transformés en ustensiles de cuisine, seaux, bassines et autres. Les promoteurs d'usines rencontrés n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro. Il faut dire que le métier de recyclage est encouragé par les autorités en charge de l'assainissement. C'est pourquoi une stratégie nationale de gestion des déchets spéciaux a été mise en place. Depuis 2007 à maintenant, pendant les quinzaines de l'environnement, vous allez voir que c'est des jeux concours qu'on organise à l'endroit de nos communes qui, en fait, ramassent le plus de sachets plastiques et souvent bonifiés d'un prix. Et nous encourageons aussi généralement nos associations, en fait, qui récupèrent ces sachets, qui font de ces sachets plastiques-là des petits matériels usuels que nos populations utilisent. Pour rendre plus efficace la lutte contre la pollution au Mali, déjà une loi interdisant les sachets plastiques dans le pays a été adoptée en 2012. Le projet de décret d'application de cette loi est en cours de finalisation. Voilà, c'était le dossier de cette édition consacrée aux sachets plastiques. Sachez avant de nous séparer que vous pourrez suivre après ce journal, bien entendu, votre émission Question d'actualité consacrée ce soir aux préparatifs de l'élection présidentielle de juillet 2013. Une émission qui sera animée par Niaza Koulibaly. Question d'actualité donc, c'est après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. C'est en direct et en synchronisation avec la radio nationale. Voilà, ainsi s'achève cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Retrouvez l'information sur l'ORTM demain à 10h à 13h avec Nyanya Alou Traoré et à 18h, 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Merci et à très bientôt.